Les Ivoiriens sont-ils de gros mangeurs de viande? Est-ce que les Ivoiriens mangent sain? Comment est organisée la filière bétail? Autant de questions qui, de notre point de vue, méritent absolument qu'on y apporte des réponses et des réponses précises. Et qui, mieux que les dirigeants justement de la filière, peut nous apporter des informations crédibles, objectives? On a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir dans la télé d'ici Dr Daniogo Komissiri. Il est le directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire. À ses côtés, Dr Vessali Kalo, sous-directeur de la santé animale à la direction des services vétérinaires. Avec eux, on va parler de viande ce soir. On va parler de l'abattoir particulièrement. La télé d'ici, tout ce qui vous intéresse est abordé évidemment tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 18h45. Pour le volet artistique, on aura beaucoup de plaisir à recevoir une jeune artiste qui a séduit les Ivoiriens il y a de cela quelques années. Ce soir, elle est l'invitée particulière de la télé d'ici, c'est Nuela. Elle nous reprendra 2 titres tirés, notamment du répertoire italien et de son propre répertoire. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on a choisi de parler de sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. On a beaucoup de plaisir à recevoir Dr Daniogo Komissiri. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Je vous en prie. Est-ce que les Ivoiriens mangent beaucoup de viande? C'est de gros mangeurs ou pas? Oui, les Ivoiriens mangent beaucoup de viande. D'accord, ok. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui combien de kilos chaque Ivoirien mange par an? Bon, il est difficile de préciser le nombre de kilos parce qu'il faut savoir qu'il y a la viande bovine, D'accord, il y a la viande de volaille, d'accord. il y a la viande de porc C'est cela. et sans oublier aussi la viande de brousse que nous ne maîtrisons pas. Même si la chasse est interdite en Côte d'Ivoire, Très bien. on sait qu'il y a vraiment beaucoup de consommation de viande en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais il faut savoir de façon générale qu'au niveau mondial, la consommation de viande de façon moyenne tourne autour de 43 kilos par habitant par an. D'accord. À peu près. La moyenne mondiale. Mondiale. 43 kilos. Si vous prenez dans les pays développés, Oui. on va se retrouver aux alentours de 80 kilos. Ah bon? Vous Il y a prenez plus de végétariens là-bas, a priori. Non? Mais ils sont nombreux et puis ils en produisent beaucoup. Ouais. Si vous prenez dans les pays en voie de développement, Oui. on va se retrouver autour de 33 kilos. D'accord. Allons-y sur une moyenne, on va dire 35 kilos. Arrondissons cette affaire. 35 kilos. On a appris il y a quelques jours, puisque dans cette émission, on reçoit justement toutes les corporations, que les Ivoiriens, on a reçu le ministre de la promotion de la riziculture, qui dit que les Ivoiriens mangent autour de 80 kilos par an. En termes de proportion, ça va ou pas? 35 kilos de viande. Ou... De riz, Oh, sorry. De riz. Donc, on a 80 kilos, 35 kilos. Ça va ou pas? Ça peut aller. Ça peut aller? Parce 50... que la viande accompagne le riz. Oui, Il ne faut pas d'accord, que la viande soit au-dessus du riz, sinon ça serait maintenant la viande au riz. Absolument. Alors qu'il faut du riz à la viande. Quoique Non, dans certains restaurants, vous parlez de viande de brousse, dans certains restaurants, il y a des restauratrices qui sont assez généreuses. Hein. Il y en a une à Trècheville qui, elle, quand elle vous sert des côtelettes de bœuf, on ne voit même pas le riz en dessous. Hein. Ça couvre tout, quoi. Docteur Vessali Kalo, bienvenue. Merci. Avec vous, on va surtout parler de sécurité sanitaire hein, de l'alimentation d'origine animale. Ça va, princesse? Très bien, merci. D'accord. Sauf Alors, Pierre qui n'est pas là, mais... Pierre qui n'est pas là, oui. D'accord. Très bien. Il n'y a pas de risque que vous vous blessiez, alors. Pierre, sans princesse. Vous avez lu dans ma pensée, parce que j'avais une question d'entrée de jeu, c'était... Alors, qu'est-ce qui rentre dans la définition, finalement, d'aliments d'origine animale? Bon. Est-ce que les produits issus, par exemple, des océans, donc de la mer, donc en gros des produits aquatiques, peuvent être considérés comme des produits d'origine animale? Bien sûr, ce sont des produits animaux. D'accord. Donc, nous, généralement, on a le terme des denrées animales et d'origine animale. D'accord.
Donc, denrée, c'est l'aliment. Absolument. Au niveau des denrées animales, pour ne pas dire des aliments animaux, vous avez les animaux eux-mêmes. Quand vous prenez un bœuf, que vous prenez un mouton, vous prenez un poisson, ce sont des aliments animaux. Pour ne pas dire des denrées animales. C'est cela. Maintenant, quand vous abattez un animal, vous pouvez obtenir aussi de la viande. Ça aussi, c'est de la denrée animale. C'est cela. Entre-temps aussi, il y a les denrées d'origine animale. Ces denrées d'origine animale peuvent être de façon naturelle, comme vous avez le lait, vous avez les œufs, vous avez le miel. C'est cela. Mais aussi les denrées d'origine animale, à partir du moment où vous prenez un produit, que ce soit des céréales ou que ce soit n'importe quoi, et que vous mélangez avec un produit animal ou d'origine animale, vous obtenez aussi une denrée d'origine animale. Denrée métisse. Voilà. Donc, à partir du moment où vous mettez des produits animaux ou bien des denrées d'origine animale, je prends le cas souvent, quand nous envoyons nos inspecteurs sur le terrain pour aller inspecter et qu'ils vont dans les pâtisseries, souvent, ceux qui savent ne sont pas étonnés. Mais ceux qui ne savent pas, ils sont étonnés de « mais vous, les vétérinaires, vous venez chercher quoi dans les pâtisseries ?» Ben, c'est tout à fait normal. Quand vous voulez faire votre gâteau, vous prenez quoi? Du lait. Du lait. Du lait? Des œufs? C'est cela. Donc, c'est tout à fait normal. À partir du moment où vous avez mélangé, que vous avez obtenu un produit, ce produit-là devient un produit d'origine animale. D'accord, parfait. Voilà donc qui est on ne peut plus clair. On va beaucoup parler de l'abattoir. Oui. Si vous le voulez bien, mais juste une question. Est-ce que les Ivoiriens, là je m'adresse à docteur Callot, est-ce que les Ivoiriens mangent sain? Oui. On avait posé cette même question à un responsable du ministère du Commerce qui a dit oui. Et à ses côtés, il y avait le responsable des consommateurs, des associations de consommateurs qui a dit non. Qu'est-ce que vous dites, vous? OK, merci. C'est une très belle question parce que tout le monde se pose la même question. Nous sommes tous des consommateurs et nous avons tous intérêt à manger sain. Alors, il est clair, quand on parle, je veux me contenter de l'alimentation, des denrées animales. Absolument, nous parlons des animaux ce soir. Quand vous achetez une viande, tout va dépendre de l'endroit où vous achetez la viande. Il y a des boucheries qui sont agréées et puis il y a des boucheries clandestines. Si je pars au niveau des boucheries agréées, vous allez voir sur la viande, il y a toujours de l'encre qu'on appelle l'estampille dans le jargon vétérinaire. D'accord. Ça veut dire quoi? Cette viande-là a été soumise à une inspection vétérinaire. Est-ce que c'est toutes les viandes? Ou c'est juste de façon inopinée, comme on fait un contrôle inopiné? Non. Non, toutes les viandes oui. doivent passer par un abattoir. D'accord, très bien. C'est pour ça que je parle de boucherie agréée. Parfait. Parce qu'avant d'avoir ton agrément, on doit savoir qui est votre fournisseur. Le fournisseur, c'est un chevillard. Le chevillard, c'est le grossiste dans l'abattoir. C'est lui qui achète le bœuf vivant et fait abattre le bœuf et il vend en carcasse au boucher. D'accord. Il vend au détail au client. Donc, il y a une chaîne. C'est cela. Alors, quand l'animal sort avec l'estampille, mais bien avant ça, l'animal vivant. Je vous donne le cas simple, concret de Port-Boué que tout le monde peut vérifier parce que tout le monde peut accéder au marché de bétail. Lorsqu'un camion de bétail arrive, en général du Mali ou du Burkina, déjà aux frontières, ils doivent venir avec un laissez-passer sanitaire, un certificat sanitaire vétérinaire. Ça suppose que les autorités du Burkina et du Mali ont fait un contrôle à l'origine. Donc nous, à la frontière, il y a un service vétérinaire aux entrées qui demande d'abord, à toutes les frontières, il y a des frontières officielles. D'accord. Donc aucun camion ne va emprunter une autre voie. Donc à toutes les frontières officielles, c'est ce qu'on appelle des postes d'entrée vétérinaires ou des postes d'inspection sanitaire. D'accord. À ces postes-là, il y a deux contrôles. D'abord, le contrôle documentaire. Le vétérinaire va demander est-ce que l'animal ou le camion est accompagné d'un certificat sanitaire vétérinaire. C'est ce qu'on appelle le contrôle documentaire. Ensuite, il fera un contrôle physique. Le document peut marquer c'est des bovins, alors qu'à l'intérieur, vous avez des moutons. D'accord. Il y a un problème de fraude, il y a un problème sanitaire. Donc, ces animaux-là seront saisis à l'entrée. Saisis et envoyés où? Dans des casseroles? Soit on peut les refouler. On a déjà refoulé plusieurs camions. Okay. On a l'épisode de la grippe aviaire en 2017. Il y a des camions qui venaient du Burkina alors qu'on avait interdit le ravitaillement de volailles. Donc, on peut refouler le camion. Donc, quand ces animaux-là, après le contrôle documentaire, contrôle physique et contrôle sanitaire, il faut qu'ils regardent. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont de la diarrhée? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont trop maigres? Tous les animaux qui ont des signes
qui nous rappellent des maladies. D'accord. Pour simplifier la procédure. Et de là, le vétérinaire lui donne ce qu'on appelle le laissez-passer sanitaire. Donc de Ouangolo jusqu'à Abidjan, son itinéraire est clair. S'il doit débarquer à Bouaké, c'est mentionné dans le laissez-passer sanitaire, 10 bœufs doivent débarquer à Bouaké. D'accord. Et à Bouaké, il y a des vétérinaires qui sont là au contrôle pour effectuer le contrôle. Donc à Port-Boué, on a le contrôle sur pied. Donc tous les camions débarquent et sont contrôlés par les services vétérinaires. Avant d'aller soit au marché pour la vente, parce qu'il y a des gens qui viennent acheter des moutons, des bœufs pour les sacrifices, ou bien avant d'aller à l'abattoir pour être abattus. Donc, après ce contrôle-là, les animaux sont acheminés aux abattoirs. À l'entrée de l'abattoir encore, il y a un contrôle qu'on appelle le contrôle ante-mortem, ça veut dire avant la mort. Alors, ce contrôle-là consiste à quoi? Globalement, les vétérinaires sont là, ils observent les animaux sur une distance de près de 50 mètres. Quand un animal, par exemple, présente des signes de diarrhée, c'est visible. Hein, pour ceux qui ont déjà élevé des moutons, vous allez voir que le poutou est souillé. Donc, du coup, ce gars-là, on le met à côté. Oui. Quand un animal boite, ça peut être une arthrite, ça peut être lié à une brucellose, qui est une maladie qui peut se transmettre à l'homme. Cet animal-là est mis de côté. D'accord. On le met dans un endroit qu'on appelle le lazaret. Le lazaret, ça vient de Lazare. Pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent l'histoire de Lazare. Pourquoi? Parce qu'ils doivent ressusciter. Voilà, les soigner, les rétaper. Okay. Et ce premier contrôle-là, donc tous les animaux aptes iront aux abattoirs. Et lorsqu'ils sont abattus, en bout de chaîne, il y a encore un inspecteur vétérinaire qui regarde la carcasse et les viscères. C'est ce qu'il y a dans le tube digestif. C'est comme une autopsie, en fait. Vous voyez que quand quelqu'un meurt, on envoie pour faire une autopsie, et puis le médecin légiste vous donne la cause de la mort. C'est la même chose qui se passe à l'abattoir. La spécificité du contrôle vétérinaire à l'abattoir, c'est surtout que le contrôle se fait sur chaque animal. Alors qu'en industrie agroalimentaire, on fait un échantillonnage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand je vais dans une industrie qui fait du lait, qui fait du yaourt, on ne prend pas chaque boîte pour faire des prélèvements. On fait un échantillon, on met en place un système qu'on appelle le système HACCP, qui s'assure du bon fonctionnement, qui détermine les points critiques, et en fonction de ça, on contrôle si les points critiques sont maîtrisés. Mais en abattoir, en plus du HACCP, chaque animal fait l'objet de 2 inspections, une ante-mortem et une post-mortem. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait des Lazare, des animaux qui sont mis de côté? Ça dépend de la maladie qui sera diagnostiquée, en fait. Ouais. Si c'est une maladie grave, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une maladie grave, l'animal est détruit. D'accord. Voilà. Quand c'est pas grave, on le traite. Quand c'est pas grave, on le traite. Aux frais de qui? C'est les propriétaires. D'accord. Voilà. Donc ils ne sont pas obligés de le traiter? Si. Vous allez vérifier par la suite? Aucun animal malade ne doit entrer en abattoir. Mais vous vérifiez par la suite? Là, vous prenez votre bête, vous l'amenez à la ferme, vous le traitez, mais il ne pourra pas être abattu tant que l'animal est malade. Sauf quand il s'agit d'un abattage d'urgence. Quand il s'est cassé la patte, là, ce n'est pas une maladie. C'est un abattage d'urgence. Il est mal en point, mais ce n'est pas lié à un agent pathogène qui peut être transmissible. D'accord. Docteur Danugo qui voulait réagir par rapport à ça. Non, je voulais ajouter pour dire que la production des denrées animales et d'origine animale est très réglementée. Bien avant même l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme il l'a dit, on a des textes qui datent même de l'époque de l'AOF, Afrique occidentale française. Et aujourd'hui, on a encore des textes. Quand vous prenez sur le plan national, on a une loi qui est la loi 96-563 qui dit qu'aucune denrée d'origine animale, d'une denrée animale d'origine animale ne peut être mise sur le marché tant qu'elle n'a pas subi une inspection réalisée par des services vétérinaires, par des vétérinaires assermentés et commissionnés. D'accord. Et ayant eu l'avis favorable. D'accord. Docteur Kalo a parlé d'abattoirs agréés. Parlons de la clandestinité. Oui. Est-ce que vous avez des moyens justement de mettre fin à ces activités-là ou est-ce que ça échappe totalement à votre contrôle? Ça n'échappe pas totalement à notre contrôle, mais il nous faut plus de moyens pour pouvoir lutter parce que les hommes compétents, nous les avons. Mais il nous faut plus de moyens. Il faut quels moyens? Matériels? Bien sûr. Humain. Matériel. Humain, nous les avons. D'accord. C'est matériel. Humain en quantité? En qualité, oui, d'accord, vous le dites. En quantité comme en qualité, nous les avons. Parce qu'au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, vous avez la direction des services vétérinaires qui dispose déjà d'agents
inspecteurs. D'accord. Au niveau de la direction régionale, dans toutes les régions, on a 30 régions, 20 régions vétérinaires. 20 régions vétérinaires et puis 58 régions départementales. Et dans toutes ces directions, vous avez des agents qui sont là pour faire ce travail-là. Au niveau du district autonome d'Abidjan, il y a une 50aine d'agents vétérinaires mis à la disposition du district autonome d'Abidjan pour faire ce travail. Est-ce qu'ils ont pouvoir de mener des inspections inopinées partout, en tout temps, en tout lieu? La loi que je venais de citer dit bien dans l'un de ses articles que ces vétérinaires ont le droit d'inspecter toute structure qui produit, qui transporte ou qui stocke des denrées animales et d'origine animale, à toute heure et à tout lieu. Y compris les restaurants? Les restaurants, y compris, que ce soit. quel que soit. Même la vendeuse de polo Placali, quelque part. On a le devoir, même, je ne dirais même plus le droit, parce qu'il faudra protéger le consommateur, parce que c'est le but principal. D'accord. On a le devoir de contrôler. D'accord. Est-ce que les besoins sont couverts, les besoins nationaux en viande? Les besoins sont couverts, mais je ne sais pas si la question, est-ce que c'est couvert par notre production? Je dirais non. Mais alors, allons-y sur les deux options. Hypothèse A, couvert par la production nationale. Hypothèse B, il faut, en plus de la production nationale, importer de la viande. Nous importons. D'accord. Je pense que on importe parce qu'on ne produit pas suffisamment localement? Nous ne sommes pas autosuffisants en matière de viande. C'est quoi le gap? Il faudrait produire combien pour... Il nous faut encore... Aujourd'hui, on a à peine 50%. On couvre à peine 50%. Parce que quand on parle de denrées animales d'origine animale, on s'est concentré sur la viande, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le lait, qu'il y a la volaille, qu'il y a le porc. Mais quand nous essayons d'additionner tout ça, parce que nous mettons tout ça en protéines animales, nous ne dépassons pas les 50-60%. D'accord. Donc tout le reste est importé. Tout à l'heure, elle a parlé des camions qui viennent du Mali, du Burkina, ça c'est pour les animaux vivants. Mais nous avons aussi d'autres denrées d'origine animale, le lait et autres, qui viennent par d'autres voies, telles que la voie maritime. Et là, on a un système de contrôle aussi, un service de contrôle qui se trouve à ce niveau, même à l'aéroport. On parle de la viande congelée, surgelée notamment? Tout ça. D'accord. Oui. OK. Le contrôle, il est fait de façon systématique sur toutes les pièces de viande ou... Parce que là, on parle quand même de quantités assez importantes. Je parle des importations par voie maritime. Vous savez qu'avant que la viande ne quitte les pays où nous importons, a priori, il y a une certification. Il y a une inspection qui est faite là-bas. Vous savez que pour le Probo Koala, il y avait une inspection qui était faite en amont. Oui, c'est ce que je vous explique. D'accord. Donc, avant que ça ne quitte là-bas, on a un système qui fonctionne très bien. Souvent, même avant que ça ne quitte, comment s'appelle le système là, par lequel, au niveau de Djinou, là. Avant que ça ne quitte là-bas, il y a une inspection qui est faite là-bas. Et nous recevons déjà, même avant que ça n'arrive, nous recevons le document qui stipule qu'il y a telle quantité de viande, telle qualité de viande. Et la nature de la viande. Voilà, qui va arriver en Côte d'Ivoire. Parce que vous, localement, vous avez la possibilité de contrôler toutes ces pièces. Exactement. Quand ça arrive, nous récupérons ces documents et une fois que ça arrive, on fait un échantillonnage. Puisqu'il y a un premier contrôle qui a été déjà fait au niveau du pays d'origine. Donc vous ne contrôlez pas tout, vous contrôlez juste un échantillon. Oui, parce qu'il y a un premier contrôle qui a été déjà fait. Vous comptez sur la bonne foi de ceux qui Ah oui, je vous disais que nous avons des vétérinaires assermentés et commissionnés. Que ce soit lui, que ce soit moi. Avant d'entrer en fonction, nous sommes allés au tribunal de première instance à Abidjan pour prêter serment. Donc, quelque part, nous avons quand même une certaine professionnalisme, comment on appelle, crédibilité professionnelle que nous devons essayer de mettre en jeu. On ne remet pas du tout en cause votre crédibilité, votre professionnalisme et votre profil. Loin de moi cette idée. L'idée, c'est juste de savoir, de comprendre et permettre aux téléspectateurs et aux internautes qui nous écoutent en ce moment de comprendre un peu comment ça fonctionne. Au niveau de l'importation maritime, c'est plutôt donc de contrôle sur un échantillon. Exactement. En comptant sur la bonne foi de celui qui fait venir la viande de l'étranger. Exactement. Docteur Callot qui veut peut-être ajouter une précision. En fait, quand vous dites en comptant sur la bonne foi, le système ne se passe pas comme ça. D'accord. Ce n'est pas une question de foi. C'est des échanges internationaux. Oui. Et pour nous, par exemple, quand la Côte d'Ivoire reçoit un produit qui vient, par exemple, de la France,
le service vétérinaire aux frontières doit recevoir le certificat vétérinaire international signé par un vétérinaire français. Donc pour nous, c'est même pas l'importateur qui est responsable, c'est l'État français. D'accord. Le vétérinaire signe au nom de l'État français. Il est assermenté en France, il est commissionné. C'est très clair. Voilà. On va se concentrer sur l'abattoir, qui est quand même la principale source, j'ai même envie de dire, d'entrée de traitement de la viande que consomment les Ivoiriens. C'est juste de le dire ou pas? Ou est-ce qu'il y a d'autres abattoirs avant Port-Boué? En Côte d'Ivoire, il y en a un peu partout, dans toutes les grandes villes. D'accord. Le plus important, c'est celui de Port-Boué. Le plus important, c'est celui de Très bien. On va regarder à quoi ressemblait l'abattoir il y a quelques années. Je pensais que c'était de l'histoire. C'est bien l'histoire. Le présent se construit sur l'histoire. On regarde ça en 45 secondes. Okay. Alors, docteur Daniogo, vous nous commentez juste ça. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passait en ce temps-là? Bon, il faut dire que l'abattoir de Port-Boué a été construit en 1959 pour une population qui était de 500 000 habitants pour la ville d'Abidjan. À l'époque, l'abattoir répondait aux normes. Donc, on y abattait. Avec les eaux usées là qu'on a vues là? Non, je viens. À l'époque, OK. On y abattait, en 1959, on y abattait 50 à 60 bœufs par jour. D'accord. Pour pouvoir satisfaire les besoins d'une population de 500 000 habitants. Au fur et à mesure que l'Abidjan commençait à s'agrandir, l'infrastructure qui était là, qu'on nous a présentée, a commencé à être vétuste et ne répondait plus aux normes. Parce que si vous avez une bouteille qui fait 33 centilitres, que vous mettez 20 centilitres d'eau, il y a problème. Y a pas, 20 centilitres, ça va passer. 33, ça va passer. Mais à partir du moment où vous commencez à mettre 50 centilitres d'eau dedans, ça ne passera plus. Il y a une congestion, c'est clair. C'est ce qui est arrivé jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui autour de 6 millions d'habitants. Pour une infrastructure où on abattait 50 à 60 bœufs par jour, on se retrouve à abattre 400 à 500 bœufs par jour. D'accord, très bien. Ce qui fait que ça ne répondait plus aux normes. Et puis aussi, les techniques d'abattage semblaient quelque peu archaïques, pour ce qu'on a pu voir, non? C'est parce on a vu des individus avec des bourses par-ci, enfin... Oui, comme je vous disais, l'infrastructure était là pour 50, 60, 100 bœufs au maximum. Okay. On arrive à 200, 300, 400, 500 bœufs. Ça veut dire que ça ne peut plus répondre. Parfait. Et donc comme ça ne répond pas, le gouvernement a décidé de moderniser cette affaire. Exactement. Et donc d'injecter des milliards. Et voici à quoi ressemble donc l'abattoir depuis quelques temps. Ok, c'est très beau à voir, c'est joli, c'est moderne.
C'est plusieurs milliards d'investissements et tout. Pour autant, est-ce que la question de l'hygiène est complètement réglée, Dr Kalo? Je dirais oui. Mais nous, en tant que techniciens, l'hygiène, ça s'apprend, ça s'applique et ça s'améliore. Donc, l'abattoir a été amélioré. Vous avez vu la première image. Ensuite, vous êtes passé à un abattoir mécanique. C'est cela. Plus d'animaux au sol. Parce qu'un abattoir, c'est plusieurs principes. C'est vrai. Il y a l'isolement d'abord de l'abattoir. Donc, on est en pleine agglomération. Ça, c'est déjà une petite insuffisance. Bon. Donc, il y a des améliorations encore à faire. Mais par contre, la mécanisation des transferts de charges, vous voyez que tout est mécanique. Il n'y a plus rien au sol. L'utilisation précoce des moyens de conservation. Il y a une grosse chambre froide. Dès que les animaux sont abattus, ils sont transférés directement dans la chambre froide. Et ensuite, la marche en avant. L'animal progresse du secteur sale vers le secteur propre. Donc, ces principes fondamentaux du fonctionnement d'un abattoir qui respecte les normes internationales sont respectés. Mais il y a encore des améliorations à faire. Parlons des bouchers, justement, la partie, donc le vendeur. Ce que l'acheteur voit, le client, il voit et tout à ce niveau. Je n'ai pas l'impression que côté hygiène, ce soit encore totalement nickel. Docteur Danyongo. Il y a certains qui sont à un très très bon niveau, même excellent. Vous allez trouver aujourd'hui à l'abattoir de Port-Bouët certaines boucheries qui sont même climatisées. Par contre, il y a d'autres qui sont toujours à la traîne. C'est cela. Avec des couches de pâte noire au sol, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, il va falloir que nous continuions ce qui a commencé avec la modernisation de l'abattoir, que nous puissions continuer avec les chevillards, les bouchers, pour que vraiment l'hygiène soit à tous les niveaux. D'accord. Parce que il ne suffit pas, comme le docteur Kalo a dit tout à l'heure, de produire une viande de qualité, mais il faut que tout le processus, jusqu'à ce que ça arrive au niveau du consommateur, soit dans ce processus-là, il y ait le respect des bonnes pratiques d'hygiène. D'accord, parfait. On va respecter les bonnes pratiques en matière de télé, en s'inclinant respectueusement devant la pub. On revient dans quelques instants. Télévivé, la Côte d'Ivoire, tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Dans la télé d'ici ce soir, on parle de sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. Et Princesse, qui n'est pas du tout en reste de ces questions de viande et cuisine. Bon, ça va de soi. Alors, Princesse. Même si vous voulez toujours pas accepter mon invitation, mais ce n'est pas grave. Elle n'a jamais été émise officiellement cette invitation. On attend. Alors, le produit passe par plusieurs étapes depuis la production jusqu'à la consommation. Avez-vous identifié à quelle étape de la chaîne de production on rencontre de manière manifeste ou récurrente des problèmes d'hygiène ou de contamination d'aliments d'origine animale, pardon. OK. Merci pour la question. Il y a plusieurs... Ça dépend du risque, en fait, du danger. En fonction du danger, vous allez avoir des étapes spécifiques où le risque est élevé. Je vous donne un seul danger. La problématique, par exemple, des résidus de médicaments. Quand un animal est malade, on injecte des antibiotiques. Tout à fait. Il peut avoir une affection pulmonaire, il faut le soigner. Donc, on injecte des antibiotiques. Mais par contre, c'est marqué sur la boîte du médicament le délai d'attente. Ça veut dire quoi? L'animal ne doit pas être consommé pendant 7 jours. Le temps qu'il élimine, pour nous tous, nous prenons nos antibiotiques. Quand vous allez dans les toilettes, l'odeur de l'urine, c'est l'odeur de l'antibiotique. Ça veut dire que le corps élimine progressivement l'antibiotique. Alors donc, il faut donner le temps à l'animal d'éliminer ce produit-là. Alors donc, ce danger-là, il pénètre où? C'est au niveau de la production, au niveau de l'éleveur. C'est pour ça que tout éleveur doit être suivi par un vétérinaire. Il ne suffit pas d'acheter un médicament et puis injecter à l'animal, mais il faut savoir comment utiliser le médicament. Parce que ça a des conséquences. Une fois qu'il est injecté là, aucun contrôle ne peut rattraper.
le mâle. Donc, pour les antibiotiques, c'est l'élevage. Et l'éleveur doit être suivi par un vétérinaire pour appliquer les bonnes pratiques d'élevage. Parce que ces antibiotiques ont des conséquences sur la santé. Ça, c'est le premier problème. Mais par contre, le problème, par exemple, de bactéries, vous connaissez la salmonellose qui donne, par exemple, la fièvre typhoïde, entre guillemets. Mais c'est des bactéries qui sont dans le tube digestif de l'animal, qui ne traversent pas la barrière intestinale, donc qui ne contaminent pas la viande, qui sont dans le tube, qui sortent par les fesses. Et donc, quand vous éviscérez, quand vous tuez l'animal, vous devez enlever tout ce qu'il y a dans son ventre, l'éviscération. Et ça, c'est une tâche très délicate. C'est même un point critique en abattoir. C'est pour ça que c'est les meilleurs abatteurs qui sont à ce point critique-là, pour ne pas que les viscères là, souillent la carcasse. Les musulmans, par exemple, pour les professionnels, ils ligotent ici au niveau de la gorge, pour ne pas que le reflux digestif là, souille la viande. Quand vous avez un bon égorgeur, il ligote d'abord avant d'ouvrir, pour éviter que, par exemple, s'il y a des salmonelles, que ces salmonelles-là contaminent la viande. Donc vous voyez qu'en fonction du problème, il y a des points spécifiques. Il y a aussi, par exemple, au niveau de la commercialisation. Si votre site, si votre boucherie, par exemple, est proche d'un caniveau, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que moi, je dis, la sécurité sanitaire, il y a l'État, il y a le producteur, mais il y a aussi le consommateur. Le consommateur. Il y a une responsabilité du consommateur. Je ne paye pas de viande chez un boucher qui est proche de la grosse poubelle du marché. Je ne paye pas chez un boucher qui est collé au caniveau principal. Vous voyez, les mouches, c'est pour ça que souvent il y a des épidémies de choléra. Une mouche peut aller se déposer sur les fesses ou la matière fécale de quelqu'un qui est malade. D'accord. Elle récupère ce germe-là et puis elle vient le déposer sur votre viande. Donc, au niveau de la commercialisation aussi, on peut faire tous les efforts au niveau de l'élevage, au niveau de l'abattoir. Si votre vendeur est sale, vous allez avoir de la viande sale. Et même s'il est malade, s'il a une tuberculose, c'est pour ça qu'on demande au boucher d'être agréé. Parce que pour avoir l'agrément, vous devez faire une visite, des comptes-visites médicales annuelles qui attestent que vous n'êtes pas atteint de tuberculose. C'est pour ça qu'on dit aux clients et aux consommateurs, l'un des trépieds de la sécurité sanitaire repose sur le client. Parce qu'ils viennent pour du business. Si personne ne vient chez moi parce que je suis sale, je vous assure qu'il va changer. Parce qu'il voit son collègue là a beaucoup de clients à cause de la propriété, il va changer. Donc nous aussi, en tant que consommateurs, nous jouons un rôle fondamental dans la sécurité sanitaire de nos animaux. Donc, chaque maillon peut avoir un danger, mais c'est lié au type de danger. Et quel type de viande est plus exposé justement aux contaminations? La viande bovine, les volailles, la viande de porc? Chaque viande a sa contamination. Voilà. Par exemple, les salmonelles, on parlera de la volaille par excellence. Les coliformes fécaux, c'est les bovins. D'accord. Voilà. Il y a certains parasites que vous n'allez pas trouver chez les bovins, que vous allez trouver chez les porcs. Certains types de cysticercose sont spécifiques aux porcs, d'autres sont spécifiques aux bovins, d'autres sont spécifiques aux moutons. D'accord. Alors vous parliez de responsabilité du consommateur tout à l'heure. Quel type de conseils d'hygiène vous pouvez nous donner pour une bonne conservation et consommation de nos aliments d'origine animale? Alors pour moi, ça commence déjà par le choix. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le choix de la matière première. En général, les dames, bon c'est vrai, c'est un volet économique, pour des raisons économiques, je commence par acheter au marché ce qui est moins cher, c'est-à-dire les légumes et autres, et puis Non, elle commence par le poisson et la viande. On enlève d'abord la grosse charge, et puis le reste, on peut acheter un peu d'oignon, un peu de tomate, on pourra faire une sauce. Mais c'est le contraire. Parce que vous achetez du poisson, vous achetez de la viande. Il y a des conditions de conservation. Le temps, vous imaginez, vous savez, une bonne dame rentre au marché, c'est 2 heures du temps. C'est cela. Dans le temps que vous faites au marché, si la viande a été contaminée à l'origine, les microbes ont le temps de se multiplier. D'accord. Donc, il faut commencer par acheter d'abord les légumes et tout, et tout ce qui est viande et poisson. Et puis terminer par ça. Déjà, vous réduisez le risque. Deuxième risque, ça c'est la méthode d'abord, dans votre méthode. Deuxième risque, vous devez bien choisir. Même si elle est moins chère, ou bien votre boucher est moins cher. Comment on peut choisir? Par exemple, je sais que pour le poisson, on soulève un peu l'ailette et on voit si... Les branches. Le poisson, ouais, les branches. Regardez, et on regarde si c'est rouge ou bleu. Très simple. Vous prenez le poisson comme ça, et puis vous le regardez. De face, là, comme ça. Et si le poisson vous regarde, c'est que c'est un poisson frais. Ah bon? Ah, Vous avez l'impression qu'il vous regarde. C'est une technique, ou bien vous appuyez, comme ça.
Si la marque du doigt reste, c'est qu'il n'est pas frais. Ou bien vous le prenez par la tête. S'il s'incline totalement, c'est qu'il n'est pas frais. Et puis vous regardez aussi la coloration des bonhommes. Il y a plusieurs critères. Oui, mais pour un poisson qui sort à peine du congélateur, enfin, vous savez, les poissons surgelés et tout, oui. là c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Il faut décongeler d'abord pour pouvoir évaluer l'état de fraîcheur. Ou même après que le poisson soit congelé, on peut quand même constater si ça a été du bon ou mauvais poisson. Non, c'est trompeur. Non, On c'est peut te trompeur. tromper en congélant. Vous laissez décongeler, vous allez voir déjà l'odeur, la couleur des branchies et puis la résistance. Et s'assurer que le poisson vous regarde. Si le poisson vous regarde droit dans les yeux, c'est que tout va bien. Si vous Mais par regardez... contre, pour la viande, on dit quelque chose de très simple. Ouais. Recherchez l'estampille. Du vétérinaire. Recherchez l'estampille vétérinaire parce D'accord. qu'il y a des clandestins qui se cachent là. Oui, mais l'estampille, c'est peut-être pour le grossiste, je pense, non? Non. Le détaillant, comment il... Les gens doivent vous montrer qu'il y a de l'estampille. D'accord. Et généralement, c'est positionné où c'est à n'importe quel endroit Non, la bête. on met un en haut, un au milieu, et un en bas. Voilà. D'accord. J'ai une question un peu scénario catastrophe, style complète. Armageddon. Allez-y, Je allez-y. voulais Répondez. compléter tout juste pour dire que ce que le docteur Kalo a dit est juste, mais après, il y a le transport. Vous voyez des bonnes dames qui viennent, qui achètent, et puis après, on arrête n'importe quel véhicule, et puis on met dans le coffre. À peine, on ne sait même pas ce qu'on avait mis dans le coffre de telle voiture. C'est rare de voir des rupture dames de qui charge, viennent avec des ouais. glacières pour mettre la viande ou le poisson dedans. D'accord. Ça, c'est vraiment Parce qu'il y a une concentration de chaleur dans les coffres de véhicules. Et Et puis tout. bon, c'est pas ce qui était dans le coffre avant. La viande n'est même pas couverte, on met D'accord. dedans. Et puis, bon, on sensibilise. Ok. Mais il faudrait que le consommateur lui-même, vraiment... Et puis, arriver à la maison, souvent, on met toute la viande qu'on a achetée, on ne découpe pas, on met tout au congélateur. Ou bien au réfrigérateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a besoin, on sort, on décongèle, on coupe un morceau, on remet dedans. La meilleure méthode, si moi je sais que chaque jour je dois cuisiner 1 kilo ou un demi-kilo, c'est de découper En paquet. en paquet en demi-kilo à 1 kilo et je garde au congélateur. D'accord. J'ai besoin de mon morceau et je le prends. Sinon, chaque fois que vous allez sortir, que vous allez décongeler, Et congelé par la suite. au moment où vous êtes en train de décongeler, vous permettez, parce que le froid ne tue pas les bactéries. Le froid ne tue pas les virus. Même si ça peut tuer le froid négatif tue les parasites. Donc, chaque fois que vous allez décongeler, les microbes, les bactéries qui sont dessus vont profiter pour se multiplier ou augmenter D'accord. le nombre. Très bien. Et comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. D'accord. Au début, ça peut être bon, mais au fur et à mesure que vous sortez chaque fois pour décongeler, le nombre augmente et puis à la fin, ça s'est... Est-ce qu'on peut grouper, parlant de paquets, différents types de viande dans le même paquet? Ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Vous mettez le poisson à part, vous mettez la volaille à part, vous mettez la viande tout à l'heure. Oui, mais parlant de la viande, il y a des parties. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même. On se dit c'est de la viande, donc on met tout dans le Ah même oui, paquet? si ça vient de... D'accord. Les tripes à part, Voilà, justement. voilà, C'est les ça, tripes ça, à je veux part, dire. Oui. et puis la Pourquoi viande à part. Pourquoi? Parce que, Parce que la probabilité que ça se décompose est plus rapide. Voilà, est et puis plus tout à évidente. l'heure, souvent, comme il a dit, les coliformes fécaux. Il y a une bactérie qu'on appelle Escherichia coli qui se trouve de façon normale dans le tube digestif du bovin, que vous ne trouverez pas généralement si le dépouillement est bien fait, que vous n'allez pas trouver sur la carcasse. D'accord. Si vous mélangez tout, vous permettez à ces bactéries-là de contaminer. D'accord. Alors que Docteur Kalo parlait de ceux qui ont élevé des moutons. On constate pour ceux qui ont élevé des moutons, à un moment donné, que le mouton, parlant du mouton, quand il éternue, il y a une sorte de chenille, une grosse chenille qui sort par les narines. Ça veut dire quoi? C'est grave ou... Non, c'est pas grave, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en broutant, enfin bon, C'est normal. c'est normal. D'accord, faut pas paniquer pour autant. Scénario catastrophe. Dans tout pays civilisé, moderne, souvent on s'imagine un scénario catastrophe. On se dit une bonne partie de la viande est par exemple contaminée et est déjà dans le circuit de distribution. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, est-ce que c'est envisagé, ce genre de situation? Un peu comme les simulations que feraient des sapeurs-pompiers, simulation d'incendie. Est-ce que ce cas de figure, on l'envisage en Côte d'Ivoire? OK. Déjà, Suivi, au qu'est-ce niveau qui est fait? réglementaire, qu'est-ce que la loi impose? Deux choses. Quand vous constatez un problème sanitaire, vous faites un rappel ou un retrait. Déjà, ça permet de retirer. Le retrait, c'est quoi? C'est le producteur lui-même qui, encore, vous allez dans un supermarché, les produits sont dans le supermarché. Je constate que certains produits sont avariés. Le propriétaire du supermarché retire
les produits du rayon. Mais le rappel, c'est déjà arrivé chez le consommateur. C'est cela. Donc, il doit faire un communiqué officiel à la radio, à la télé, les produits avec tel numéro, etc. Numéro de série, pour comme pour les œufs. ramener au supermarché et on rembourse votre argent. Ça, c'est quand ça a été acheté au supermarché. Au supermarché. Non, voilà. Et on rembourse votre argent. Non, il peut même... Souvent, ça passe par les boutiques, mais il y a toujours un numéro. Donc, le producteur, si c'est un producteur local, là, il va donner le numéro. Donc, on diffuse à la télé. D'accord. Tout le monde ramène et se fait rembourser son argent. Donc, ça permet de retirer, de réduire le risque. D'accord. Mais dans la catastrophe, si tout le monde a mangé, là, ça, c'est pour aller, c'est encore plus catastrophique. On se rend compte que des gens font des diarrhées et tout ça. Donc, il y aura une équipe pluridisciplinaire qui se met en place. D'accord. Une équipe va s'occuper des malades, déjà. Donc, ce sera le médecin. Et les vétérinaires vont faire l'enquête pour comprendre l'origine du problème. D'accord. Et de là, on part jusqu'à l'usine. L'usine va faire l'objet de fermeture, Très bien. d'arrêt de production. Il y a des restaurants en Côte d'Ivoire qui vendent de la viande de chien. Vous contrôlez ça aussi ou pas? Nous, C'est des restaurants clandestins. si nous avons connaissance, nous allons contrôler, nous allons fermer. Parce que légalement, ce n'est pas interdit, non? De manger de la viande de chien. Mais il n'y a pas d'abattoir de chiens. Il n'y a pas Tout animal, D'accord. toute denrée doit être soumise à Ok. une inspection. Il y a moyen que ça passe par l'abattoir de Poitou ou par la viande de chien? Impossible. 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 Pourquoi c'est impossible? Non, parce que à l'abattoir de Port-Boué, c'est un abattoir pour les ruminants. D'accord, maintenant il faut peut-être songer à créer un abattoir aussi pour la viande de chat et tout. Il y a un abattoir spécifique pour les porcs. Oui. Et il y a des abattoirs pour les volailles. Oui. Mais le chien n'étant pas un aliment, pour ne pas dire un aliment d'origine animale, vous allez trouver que c'est un groupuscule qui consomme ça. Oui, mais ils ont tout leur droit non, de manger ce qu'ils veulent manger. Je ne conteste pas leur droit. En fait, il y a des éléments... Ils n'ont qu'à faire la demande d'avoir un abattoir. Très bien. Donc, Il y a des éléments sanitaires clairs. Oui. Pour le moment, les textes n'interdisent pas en tant que tel. Mais pour nous, il y a plusieurs notions. Les notions de bien-être animal, Oui. les notions sanitaires. Est-ce que votre chien est en bon état sanitaire? Il a été traité et ses vaccins sont à jour. Vous imaginez quelqu'un qui traite son chien, Oui. qui a les vaccins à jour, ne va jamais abattre ce chien. Généralement, ceux qui mangent, ce n'est pas le propriétaire. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'arrive pas à respecter les normes sanitaires. De façon Donc, clandestine. voilà. On est plus dans la clandestinité. Pour revenir à sa question, Oui, il faut dire que les dangers que nous rencontrons, il y en a de 3 grands types de dangers. Il a parlé de médicaments qu'on peut classer au niveau des dangers chimiques. Il a parlé des microbes et autres qu'on peut classer au niveau des dangers microbiologiques. Et puis, il y a les dangers physiques qui peuvent arriver. Vous savez, souvent, dans les industries agroalimentaires, on demande, soit vous avez des boucles d'oreilles, on vous demande du scotch, vous mettez des charlottes pour protéger. C'est pour ne pas que ces éléments-là se retrouvent dans la denrée et que le consommateur puisse consommer. D'accord. On va y aller au pas de course, on n'a plus beaucoup de temps. On sait qu'il y a justement donc, des produits de la pâtisserie et tout qui sont d'origine animale, puisqu'il y a donc composition avec notamment du lait et tout. Le contrôle, il est fait comment? Parce que le lait n'est pas forcément produit ici. Il y a aussi du lait importé et tout. Est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait à ce niveau? Oui. D'accord. Je garde votre réponse. Oui. Parfait. La viande de brousse, vous avez un regard aussi ou pas? Logiquement, la chasse est interdite en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, il ne devait pas avoir de viande de brousse sur le marché. D'accord, mais c'est un fait. Si nous constatons, on va faire une inspection dans un restaurant et qu'on se rend compte qu'il y a la présence de la viande de brousse, nous allons la saisir. Mais c'est que vous allez saisir tous les restos. Non, mais soyons réalistes. C'est comme la polygamie, en fait. Légalement, c'est pas autorisé, mais... Je vous explique. On en parle d'ailleurs demain, nous allons la saisir parce que cette viande n'a pas été inspectée. Oui, mais non, soyons réalistes. Vous allez fermer tous les restaurants, enfin... Non, c'est pas parce que... Pas tous les restaurants, mais enfin, une écrasante majorité, quand même. Le problème, c'est pas parce que cette viande... Je vous ai dit que la loi 96-560, aucune denrée animale ni d'origine animale ne doit être mise sur le marché tant qu'elle n'a pas subi une inspection vétérinaire favorable. Nous sommes bien d'accord. Oui. La viande de rat, officiellement, c'est du rat, mais ça ressemble beaucoup aux souris d'Abidjan et tout, mais on retrouve dans plein de restaurants. Et manifestement, il n'y a pas eu de contrôle.
Vous disiez tantôt d'entrée d'émission que vous avez les moyens humains nécessaires pour opérer le contrôle et tout. Oui. Est-ce à dire que si jamais vous êtes équipé en termes de moyens matériels, il faut envisager la fermeture de tous les restaurants qui vendent la viande? Nous n'allons pas fermer. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui... Il y a un autre ministère qui est chargé de la lutte contre la bataille des animaux comme sauvages. Oui. C'est interdit. Donc ça, c'est à leur niveau. Mais nous, à notre niveau, si on va faire une inspection dans un restaurant ou dans une structure, si on en trouve, on saisit parce que ça n'a pas été inspecté. C'est pour protéger le consommateur. Vous les faites ou pas, ces oui, on les fait. Je vais vous donner un exemple. Peut-être qu'on en a... Mais je pense que là, on n'a même pas besoin de faire des études enfin, on n'a pas besoin d'un doctorat en métier de vétérinaire pour... Enfin, faut juste... Dès qu'on sort de chez soi, il y a toujours des restaurants un peu partout qui vendent la viande de brousse. Non, je vais vous donner un exemple. Un exemple simple. Rapidement. Un agent qui est à Touba, Ouais. précisément à Boko, dans le département de Koro, là. Il arrive sur le marché, il fait sa ronde journalière. Il voit une dame qui a un gros facouchère. Il dit, mais madame, vous avez... Elle dit non, elle a acheté avec un chasseur. Il dit, bon, faisons l'inspection. Il m'a montré les photos. J'ai jamais vu autant de parasites sur un animal. D'accord. J'ai jamais, de toute après 17 ans de carrière, j'ai jamais vu autant de parasites. Mais il était vendu sur le marché. D'accord, ok. Bon. Non, il faut retirer ça. On connaît votre position. Discutable. Marquons une pause, monsieur. On se retrouve dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle d'aliments d'origine animale avec notamment Dr Daniogo et Dr Kallo, spécialisés, eux, dans ces questions-là. Juste avant de passer à Princesse pour le kiff du web, une petite question. Comment c'est géré la viande halal? La viande, il faut dire que tous les animaux qui sont abattus à Port-Boué sont abattus de façon halal. D'accord. Avant de mettre le système, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Les images que vous avez montrées, les images historiques, on mettait 4-5 personnes, on faisait chuter l'animal, on s'asseyait dessus, et puis on l'égorgeait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un piège de contention où l'animal arrive, il rentre dans le piège, il est immobilisé, et le piège, on le tourne en direction de la Mecque. Bien avant de mettre ce système en place, nous avons fait appel au COSIM, qui nous a envoyé des imams. Voilà, qui nous a envoyé des imams avec l'imam de Port-Boué qui sont venus. On a fait des tests ensemble pour voir si ça répond aux normes islamiques pour produire de la viande halal. Et c'est ce qui a été fait. D'accord. Donc, tout ce qui sort de l'abattoir de Port-Boué, c'est produit de façon halal. D'accord. Le poisson halal aussi? Le poisson, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Le kiff du web de Princesse. Je sais que vous savez que j'ai peur de tout, moi. Je sais que vous avez peur des aiguilles. Oui. Des fleurs. Ah bon? Personne n'a le droit de rire. J'ai peur des fleurs. Je n'aime pas les fleurs. J'ai peur des fleurs. Ne m'offrez pas de fleurs. D'accord, ok. Mais de la viande, oui, sûrement. Ouais. J'aime déjà beaucoup plus la viande. Quelle est votre plus grosse frayeur? La plus grosse frayeur? Ici, attendez pas. Hein, je dirais des vermines. Des vermines. Oui. Okay. En tant qu'agent vétérinaire, je dirais, quand je suis sur une chaîne d'abattage, que je fais l'inspection, qu'on me présente carcasse farcie de tubercules, je dis que quand vous voyez, sans même faire des analyses, vous savez que c'est la tuberculose qui est une zoonose qui se transmet à l'homme. Ça, vraiment, chaque fois quand je vois ça, ça me fait... D'accord. Et vous, Chèque? Ma frayeur? Oui. À part moi. Je vais réfléchir. Est-ce que j'en ai? Non, je ne sais pas. Non, je sais pas. Bon, ben, on va voir un monsieur qui a une frayeur très intéressante.
Isana Jesu Taniju, Achina Jesu Dabdani, Amufula Tanado Sudan de Tanina Tanina Taniju, Nakanamika and Nangarin Kubala and Kubalu. Is it a Shifta? Shiftan is Kawamana Kabda, Kawera, temperature, Sibi Manigo, Tevame, Kawani, I know. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Hein. On sait ce qu'il peut subir comme martyr. Sans transition, Madame Tompi et compagnie en cast e-vidéo. Et mon frère? Il est dedans. Aïe, il n'est pas encore prêt. On doit aller au stade là. Aujourd'hui, il y a un grand match. Aujourd'hui là. Aujourd'hui, ASEC Barcelone. ASEC va jouer contre Barcelone. Faut lui faire signe, il n'est qu'à venir en partie. Même le week-end prochain, la semaine prochaine, Africa, Chelsea. C'est dans quel stade? Et BMP, notre nouveau stade qui ressemble à Nid d'Oiseau là. À Niamey là. Ils ont ouvert. C'est ouvert pour des tests. C'est-à-dire on doit soumettre les gazons et autres là aux épreuves réelles. Après ton mari, il n'est qu'à venir en partie. Non, ben. Ah, tu comprends? Non, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. On va le tuer. Non. Un Ivoirien, on dit la Côte d'Ivoire joue. ASEC là, c'est Côte d'Ivoire. Ah, il dit ASEC peut devant Barcelone. Barcelone, ASEC devant Barcelone. On est en Côte d'Ivoire, hein. C'est sur nos terres. Oui. C'est sur nos terres. Il dit ASEC Barcelone. C'est propre. Elle a avalé même. Tu es un champion. Dis que tu es un champion. C'est zéré. Comme tu es déjà préfet en partie en même temps. Non, mais tu as appelé les filles là? On s'est écrit. Oh, c'est écrit comment? C'est écrit. Toi, tu sais que appeler là, ça laisse trop de traces. Le problème là, on va sortir d'ici. Va tuer le poussin dans l'œuf. Bon, ok. Chérie, on s'en va, hein? Regardez-moi. C'est comment? Beau. C'est ASEC, non? Je m'en mets ici ASEC. Mais tout à l'heure, quand tu parlais, il ne voulait pas te dire, lui là, quand il a sa façon de faire, il dit, lui là, il ne connaît pas. J'ai dit, Barcelone peut faire quoi devant ASEC? Aïe! C'est pas là-bas, on dit Messi joue là. Mais est-ce que Messi connaît Géveno? Est-ce que Messi connaît Baki? Est-ce que Messi connaît Gagui Seli? Il ne connaît pas! Il a dit que... Donc, on fait comment? On s'en va? Moi, j'ai la migraine, hein. Je ne vais plus partir. Si tu as migraine, moi, il ne peut pas aller seul. Aïe. Il ne peut pas aller seul. Non, mais on peut partir nous deux. Non, mais là-bas, il y a trop de cafouillage. C'est trop truc. Non, mais il t'a parlé où? Il t'a dit, va, tu as vu? Faut rentrer. J'ai mal à la tête. Ok. Chérie, il y a un comprimé dans la chambre là-bas. C'était Madame Tongpi, la short comme événement produite par NCI à suivre donc tous les soirs dans la télé d'ici. Alors messieurs, l'abattoir, il paraît que l'abattoir est sous le dictat d'un cartel, c'est vrai? L'abattoir? Non, c'est une information, je suis un peu surpris parce que... Donc c'est un non. En Côte d'Ivoire, ouais. Les abattoirs étaient gérés par l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a eu un transfert de compétences à travers la loi 2003-208 d'un certain nombre de compétences qui ont été transférées et réparties entre les collectivités territoriales. Donc au niveau d'Abidjan, c'est le district autonome qui a la charge de construire et de gérer les abattoirs. Donc la question me surprend un peu sur cela. C'est clair, c'est écrit dans les lois, les collectivités territoriales, que sont les villes, les régions, les districts, les communes. Quand vous partez à l'intérieur, ce sont les communes. Mais au niveau d'Abidjan, c'était la ville d'Abidjan. Et les métiers qu'on y retrouve, d'après certaines indiscrétions, seraient détenus par des communautés spécifiques? Oh, bon, je pense qu'il y a une petite confusion. D'accord. On va essayer d'expliquer. En 30 secondes. On vous a bien dit que la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en matière de protéines animales. Nous avons ces animaux qui viennent de l'extérieur, particulièrement du Mali, du Burkina et en moindre mesure du Niger, qui arrivent chez nous. Ce sont des commerçants qui arrivent. Je ne pense pas que ce sont les Ivoiriens qui élèvent ces animaux au Burkina ou au Mali pour nous faire parvenir. Donc la majorité des commerçants qui arrivent avec ces animaux, ce sont des étrangers qui viennent pour vendre leurs animaux.
D'accord. Mais ce métier aussi, il faut dire que... À ses spécificités, il demande une certaine expertise. Exactement. Voilà. Mais Les Ivoiriens sont a priori pas forcément L'un des des experts. plus gros commerçants de bétail à Port-Boué est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. D'accord. Très bien. D'accord. On marque une autre pause. Juste derrière, ça sera le dernier virage de la téléd'ici. On sera rejoint sur la scène de la téléd'ici par la jeune, talentueuse, souriante, gaie Nuela dans quelques petits instants seulement. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre pour le dernier virage de la télé d'ici de ce soir, consacré donc à la question de la santé de la viande qu'on consomme. Les Ivoiriens sont de gros consommateurs. En Afrique subsaharienne, en moyenne, l'Africain, il consomme autour de 33 kilos. Si l'on en croit les propos du docteur Daniogo Komisili. Justement, je vous laisse conclure. Est-ce que tous les abattoirs sont logés à la même enseigne que celui de Port-Boué? Malheureusement, non. D'accord. Il faut dire que l'abattoir de Port-Boué est un ensemble. Nous produisons à peu près 500, en temps normal, on abat 500 bovins par jour en moyenne. 250 à 300 petits ruminants par jour. Donc il y a du monde. Avant, on abattait, tout le monde était regroupé sur un animal. Aujourd'hui, on a le respect de la chaîne d'abattage, ce qui fait qu'on part des endroits les plus sales vers les endroits les plus propres. Mais l'avantage aujourd'hui, dans un contexte comme là aujourd'hui, comme le contexte de la Covid-19, ça veut dire que les gens ne sont plus regroupés. Chacun se trouve à son poste. C'est la carcasse qui se déplace d'un poste à un autre poste, ce qui permet d'éviter le regroupement des gens et de respecter la distanciation physique. Donc c'est vraiment très important qu'on puisse avoir des abattoirs modernes respectant ces normes-là, des abattoirs modernes dans toutes les grandes villes. Et vraiment, ça nous permettra d'éviter beaucoup de choses et de produire de la viande de qualité pour la population. Docteur Daniogo, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Docteur Callot. Merci à Princesse. On vous laisse en compagnie d'une charmante, souriante chanteuse que j'affectionne particulièrement. Elle a notamment été lauréate de bien de concours de chant, notamment Star Karaoke en 2007, lauréate de Africa Star en 2010, nominée au Cora Awards en 2012 et nominée également au Poro Awards en 2013. Elle a collaboré, ça, on va y arriver, avec bien d'artistes, notamment Bonkara Maïga et Tikenja. Elle est ce soir sur la scène de la télé d'ici pour nous reprendre 2 titres extirpés de son album sorti en 2011, dont le titre éponyme Dio Mio. Nuela est ce soir, right now, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Bisogno di te. Oh Dio mio, sai che ho bisogno della tua luce, ho bisogno anche del tuo amore, della tua luce che illumina la mia vita. Voglio cantare per te, Signore, ogni giorno che vedo mi fa capire, Signore, come tu sei sempre vicino a me. Ogni istante che vivo mi fa apprezzare, Signore, tutte quelle belle cose che hai fatto per me. Non pensavo che un giorno tu potevi prendermi per la mano e camminarmi accanto, sostenendo il mio cuore affranto.
fiducia in te, voglio pregarti ogni giorno, giorno dopo giorno, per stare con te. Signore Dio mio, sei la mia luce, Signore. Dio mio, sai, sei la mia gioia, il Cristo della tua luce. Oh Dio mio, sai, sei la mia forza, della tua luce. Dio mio, sai, la mia passione ha bisogno della tua luce. Te dedicherò la mia vita, Dio mio, ringraziandoti la serata. Ha bisogno della tua luce. Oh Dio mio, sai, oh Dio mio, sai, ha bisogno della tua luce. Oh Dio mio, sai, nella tua forza, ha bisogno della tua luce. Oh Dio mio, sai, oh no, ha bisogno della tua luce. Oh Dio mio, sai, oh Dio mio, sai, ha bisogno della tua luce. Shoo-be-doo-da-be, shoo-be-doo-be-doo-be-doo, shoo-be-doo-da-be, shoo-be-da-be, shoo-be-doo-be-da-be, shoo-be-doo-be-doo-be-da-be, shoo-be-doo-da-be. Merci. Ao eradicação é mame e faz o chão. Wakanjo, akwalele, edamanyo, uya.
Why don't you? 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 Errade, errade, a mama casa, errade, zoom zoom, errade, é bon senile, ela lei branco, é bon accord, binole acro. Merci. Good job, bravo. Niola, accompagné de la Tiben. Merci. On veut pas.